Bonjour monsieur. Bien, bonjour à tous. Oui, quelqu'un me pose une question sur la théorie de la connaissance acquise. J'ai donné quelques exemples d'application de la connaissance acquise qui valent autant pour les actes, enfin c'est une théorie qui vaut autant pour les actes réglementaires que pour les actes individuels. Et mademoiselle qui me pose la question me dit, mais alors, la solution que j'ai donnée hier de 98, Madame Moline, indiquant que la notion de connaissance acquise ne peut pas intervenir pour priver un administré d'une garantie qui a été prévue par les textes, ça devrait jouer dans tous les cas, si j'ai bien compris sa question. Je vous rappelle qu'il y a un article du Code, c'est l'article 421-5, je crois, mais peut-être pas, peut-être 424-5 du Code de justice administrative, qui dispose que quand un administré fait une demande et que l'administration lui répond, eh bien, de manière expresse, c'est-à-dire qu'il reçoit un courrier, l'administration doit lui indiquer que s'il est mécontent, l'administré, de la décision qui a été prise, eh bien, il peut l'attaquer dans le délai de 2 mois devant le tribunal administratif du ressort. C'est indiquer les voies et délais de recours. Et le Conseil d'État, dans l'arrêt Moline, a jugé que si cette garantie n'a pas été respectée par l'administration, elle n'a pas indiqué les voies et délais de recours, elle ne peut pas invoquer la connaissance acquise. Dire, bah oui, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas indiqué les voies et délais de recours, mais de toute façon, Madame Moline connaissait la décision. La preuve, c'est qu'elle nous a envoyé un recours. Ça ne joue pas. L'administration a manqué à une de ses obligations, elle n'a pas précisé les voies et délais de recours, elle ne peut pas échapper à la sanction qui est d'empêcher le délai de recours de commencer à courir. Le délai de recours ne commence à courir, ne commence pas à courir. Et avec une réserve toutefois maintenant, c'est que du fait de l'arrêt Xabage, il ne sera pas possible, bien sûr, d'attaquer perpétuellement l'acte dès lors qu'on est sûr que l'administré a eu connaissance de l'acte. Et dans l'affaire Moline, on sait qu'il a eu connaissance puisqu'il a il a envoyé un recours gracieux pour demander au directeur de l'hôpital de le remettre en cause. Et bien désormais, depuis cet arrêt Xabage de 2016, le délai de recours ne sera pas de 2 mois, il y a toujours une sanction pour l'administration, mais il sera d'1 an, sauf circonstances particulières. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu d'arrêt dans lequel le Conseil d'État a admis une circonstance particulière. 1 an, c'est le Conseil d'État qui a fixé ce délai. C'est une solution qui s'applique, qui repose sur le principe de sécurité juridique, arrêt KPMG. La sécurité juridique exige qu'on ne puisse pas remettre en cause indéfiniment un acte. Vous voyez, certains disaient que l'arrêt KPMG ne servait pas à grand-chose en droit administratif, seulement à obliger l'administration à prendre des mesures transitoires. C'est à ça qu'il a servi pour justifier donc dans l'arrêt KPMG. Mais finalement, le principe de sécurité juridique sert à autre chose. Alors, j'en reviens à la question de mademoiselle. Pourquoi ça ne joue pas dans tous les cas? Eh bien, parce que dans l'exemple que j'ai donné du conseiller municipal, qui a été convoqué au conseil municipal, qui souhaite attaquer une délibération qui a été votée ce jour-là au conseil municipal dont il est membre. La délibération n'a pas été affichée. Le délai de recours n'a donc pas commencé à courir. Mais pour lui,
Pour un administré, c'est vrai, c'est un contribuable, un habitant de la commune, pour attaquer au-delà du délai de 2 mois. Mais pour lui, le Conseil d'État continue à faire jouer la théorie de la connaissance acquise. Parce que là, il n'y a pas de garantie. La délibération, c'est un acte réglementaire, ou c'est un acte, en tout cas, qui ne vise pas le conseiller municipal en cause. Donc, il n'en a pas reçu notification avec voie et délai de recours, avec la mention des voies et délais de recours. Donc là, il n'y a pas de raison de faire obstacle à la notion de connaissance acquise. Alors, un autre étudiant, monsieur, je crois, me pose une question, me dit, lorsque je dis nul n'a, mais je vais y revenir maintenant, c'est le cours d'aujourd'hui, nul n'a droit au maintien d'un règlement, est-ce que je vise les actes réglementaires? Oui, un règlement, ça veut dire réglementaire, oui. Et donc, je vous disais hier, hein, j'ai présenté les choses. Hein, nous sommes dans un paragraphe 2 consacré aux actes réglementaires et aux actes non réglementaires non créateurs de droit. Quelles sont les règles d'abrogation et de retrait? Je vous avais dit, première chose, pour ces actes réglementaires et actes non réglementaires non créateurs de droit, le code des relations entre le public et l'administration, puisque je suis le code, distingue l'abrogation et le retrait. Donc, je verrai dans un grand A l'abrogation, dans le grand B le retrait. Le retrait, ça va être très court. Et je vous disais, pour cerner le problème que je vais voir maintenant, on n'a pas de doute, on n'a pas attendu le code pour le savoir, l'autorité administrative qui a pris un acte réglementaire peut l'abroger, c'est-à-dire le faire disparaître pour l'avenir, dès lors qu'un intérêt général le justifie. Là, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a un principe de mutabilité qui implique que les règles peuvent changer si c'est nécessaire, sans qu'un administré ne puisse dire « Ah non, non, mais je veux le maintien de cet acte réglementaire ». Vous voyez, par exemple, en tant qu'étudiant, vous êtes soumis à un régime réglementaire, il y a des règles d'examen, des règles qui régissent votre statut. Si les instances compétentes, le conseil d'administration de l'université décide que l'année prochaine, les règles doivent être changées pour des raisons d'intérêt général, ces règles pourront changer sans que vous puissiez dire « Ah ben non, mais moi je suis déjà inscrit en licence, j'ai le droit au maintien des règles qui existaient auparavant ». Vous ne pourriez obtenir l'annulation que si vous démontrez que le changement ne repose pas sur un motif d'intérêt général, mais c'est sera assez difficile à prouver. La seule garantie qu'un administré détient maintenant, c'est arrêt KPMG, l'obligation parfois d'assortir ce changement de mesures transitoires pour aider l'administré à s'adapter à la règle nouvelle, alors qu'avant, ce n'était même pas une obligation. Maintenant, c'est prévu dans le code, l'arrêt KPMG, et le code l'a prévu à l'article L243-1. Donc ça, c'est réglé. La question que je me pose ici, dans ce qui va suivre, là, sur l'abrogation, c'est est-ce qu'un administré peut obliger l'administration à abroger un acte réglementaire? Donc, on sait que l'autorité administrative peut abroger un acte réglementaire, je n'y reviens pas. La question, c'est est-ce que vous et moi, est-ce qu'un administré peut obliger l'administration à abroger un acte réglementaire? Et cette question avait été réglée par la jurisprudence que je vais citer que je vais revoir parce que le Code des relations publiques, avec Code des relations entre le public et l'administration, s'inspire fortement de cette jurisprudence, mais avec des nuances que je vais expliquer. Alors, dans un grand A qui va être, dans un petit A, pardon, qui va être le plus long, très long, enfin long, n'exagérons rien, je vais voir l'obligation d'abroger un acte réglementaire, et puis dans un petit B plus court, je verrai l'obligation d'abroger un acte non réglementaire. Je distingue parce que les règles ne sont pas les mêmes. Donc, petit a, obligation d'abroger un acte réglementaire. Voilà ce que dit l'article L243-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Article L243-2, alinéa 1er. Voilà, je le cite. L'administration est tenue d'abroger expressément, donc l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, donc obligation d'abroger, que cette situation existe, l'illégalité, que cette situation existe depuis son édiction, l'acte réglementaire est illégal depuis le début, ou qu'elle résulte de circonstances
de droit ou de fait, auquel l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, donc après que l'acte a été pris, postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. Donc, l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. Voilà la règle qui s'applique aujourd'hui en France et qui est prévue à l'article L243-2, alinéa 1er du Code des relations entre le public et l'administration. Cet article est la consécration de la jurisprudence de deux arrêts. Arrêt Despujol, D-E-S-P-U-J-O-L, Despujol, D-E-S-P-U-J-O-L, Conseil d'État 10 janvier 1930, l'arrêt est dans le Gaja. Et deuxième arrêt, un arrêt du Conseil d'État du 3 février 1989 que nous avons déjà vu rapidement en cours quand on a vu le droit de l'Union européenne. Conseil d'État 3 février 1989, compagnie Alitalia. Donc, Conseil d'État 10 janvier 1930, Despujol, et Conseil d'État 3 février 1989, compagnie Alitalia. Arrêt qui est lui aussi dans le Gaja. Alors, il y a quand même une différence. Il y a une différence sur laquelle je vais insister immédiatement, c'est que dans l'article 243-2 que je viens de vous dicter, l'administration est tenue d'abroger l'acte réglementaire, obligée, sans même avoir été saisie d'une demande d'un administré. Alors que dans la jurisprudence que je vais voir, donc ça c'est la règle maintenant, alors que dans la jurisprudence que je vais voir rappeler maintenant, cette obligation d'abroger dans les arrêts Despujol et Alitalia, cette obligation n'existait que saisie d'une demande. Vous voyez, par exemple, vous êtes étudiant à l'université et vous estimez qu'une délibération, qu'un acte réglementaire du conseil d'administration qui fixe votre statut est contraire à un texte de loi. Vous ne l'avez pas attaqué dans les 2 mois, vous n'étiez pas étudiant quand ce texte a été adopté il y a 5 ans. Donc, vous voulez que ce texte soit abrogé parce qu'il est illégal. Eh bien, avant l'intervention du Code, il fallait saisir donc le président de l'université, dire voilà, notre instance délibérante a adopté un texte qui est illégal car contraire à une loi, je vous demande de l'abroger. Et si le président de l'université refusait d'inscrire la question à l'ordre du jour, parce que ce n'est pas lui qui est compétent pour abroger un texte adopté par le conseil d'administration, mais c'est lui qui est compétent pour saisir le conseil d'administration. Eh bien, si le président refusait ou ne répond pas, ce qui veut dire qu'il refuse, eh bien, vous saisissiez le tribunal administratif d'un recours contre le refus d'abroger, qui aurait été déclaré illégal, ce refus, si les conditions posées par les arrêts Despujol et compagnie Alitalia avaient été remplies. Je vais voir ces conditions qui sont à peu de choses près, celles qui sont dans le Code maintenant. Dans le Code, c'est différent, c'est que l'administration doit abroger spontanément, sans même avoir été saisie d'une demande. À mon avis, c'est impraticable. À mon avis, c'est impraticable parce qu'il y a des milliers de textes réglementaires. Ça voudrait dire donc qu'il y aurait un service au sein de l'administration qui va regarder tous les jours les textes pour s'assurer. Le texte était légal, il ne l'est plus parce qu'il y a un texte de loi qui a été adopté la semaine dernière. C'est injouable. Alors qu'avant, c'est l'administré qui dit ah, pour moi, le texte est illégal. Le service juridique de l'université regarde, ah ouais, ça a l'air fondé ou ça ne l'est pas. Mais vous voyez, c'est jouable, c'est cantonné. Mais obliger l'administration à faire une veille permanente, à mon avis, c'est injouable. Mais enfin, c'est le texte. Je n'y peux rien. Ça a d'ailleurs joué, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'en reviens maintenant sur les arrêts qui ont inspiré cette solution avec des nuances, puisque dans les arrêts Despujol et Alitalia, l'autorité administrative devait être saisie d'une demande d'abrogation. Et les arrêts disent dans quel cas, donc les arrêts indiquaient dans quel cas l'autorité administrative devait faire droit à cette demande. Si elle ne le faisait pas, son refus était annulé par le juge. Alors, dans l'arrêt Despujol, le Conseil d'État juge que l'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire, je ne parle que des actes réglementaires, donc dans l'arrêt Despujol de 1930, le Conseil d'État juge que l'autorité administrative est tenue d'abroger
un acte réglementaire qui est devenu illégal, du fait d'un changement de circonstances, de droit et de fait, ou de fait, pardon. Donc, l'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire devenu illégal du fait d'un changement des circonstances de droit ou de fait. Ça, c'est la première hypothèse qui est vue dans le code aujourd'hui. Regardez, l'autorité est tenue d'abroger si l'acte, l'illégalité résulte de circonstances, d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur. Oui, ça existe toujours. Donc, quelle est l'hypothèse? L'acte réglementaire était légal quand il a été pris. S'il avait été attaqué, le recours aurait été rejeté, puisqu'il était légal. Mais les circonstances de droit et de fait qui le fondaient ont changé. L'acte réglementaire a été pris il y a 20 ans, par exemple. En 20 ans, les règles juridiques ont pu changer. Et ça l'a rendu illégal. Donc, un administré demande à l'autorité administrative de tenir compte de ce changement, d'abroger l'acte réglementaire. Et si elle refuse, l'administré saisit le juge qui annulera le refus d'abroger. Il y a bien un changement de circonstance de droit ou de fait. Je vais en donner un exemple de circonstance de fait. Je vais vous donner deux arrêts qui expliquent ce qu'est la circonstance de droit et la circonstance de fait. En revanche, dans l'arrêt Despujol de 1930, le Conseil d'État n'avait pas posé une obligation d'abroger. Donc, en revanche, dans l'arrêt Despujol de 1930, le Conseil d'État n'avait pas posé une obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. Donc, en revanche, dans l'arrêt Despujol de 1930, le Conseil d'État n'avait pas posé une obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. C'est-à-dire que là, l'acte réglementaire est illégal depuis le premier jour. Si l'administration n'abroge pas et qu'elle est obligée de le faire parce que les conditions sont réunies, son refus d'abroger sera annulé et le juge lui dira « je vous demande dans les 3 mois d'abroger l'acte ». Elle sera obligée de le faire. Alors, donc, l'arrêt Despujol ne posait pas une obligation d'abroger quand l'acte réglementaire était illégal dès le premier jour. Comment ça peut arriver, ça? Tout simplement, l'autorité administrative prend un acte réglementaire, il n'est pas attaqué dans les 2 mois, alors que s'il avait été attaqué, il aurait été annulé, parce qu'il est illégal. Ça arrive. Pourquoi, si le Conseil d'État n'avait pas posé une obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction, on dit ab initio en latin, illégal dès son édiction, ab initio, pourquoi ne l'avait-il pas posé? C'était pour protéger le recours pour excès de pouvoir. Si le Conseil d'État en 1930 n'a pas posé une obligation d'abroger un acte réglementaire dès son édiction, c'est pour protéger le recours pour excès de pouvoir. En effet, si l'acte est illégal dès le premier jour, eh bien, si un recours pour excès de pouvoir est introduit, l'acte sera annulé. En revanche, si on dit aux gens, bon, si vous n'attaquez pas l'acte dans les 2 mois, ce n'est pas grave. Vous pourrez, dans 3 ans, dans 4 ans, demander à l'administration d'abroger, puis elle sera obligée de le faire. Le Conseil d'État pensait que cela allait saper, ça allait réduire l'intérêt du recours pour excès de pouvoir. Vous pouvez laisser passer le délai de 2 mois, puisque vous pourriez encore demander après l'abrogation de l'acte. C'est pour cela que le Conseil d'État n'avait pas posé en 1930 une obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. Le Conseil d'État a évolué et c'est le second arrêt. Donc, le Conseil d'État a évolué, c'est le second arrêt, c'est l'arrêt du Conseil d'État du 3 février 1989, Compagnie Alitalia. Compagnie Alitalia. Dans cet arrêt, qui est dans le Gaja, 3 février 1989, Compagnie Alitalia, c'est le nom de la compagnie italienne de transport aérien, le Conseil d'État a jugé que l'autorité administrative était tenue d'abroger un acte réglementaire, si la demande lui est faite, un acte réglementaire illégal dès son édiction. Donc, obligation en cas de changement de circonstances de droit ou de fait
l'acte légal est devenu illégal du fait de ce changement de circonstance, obligation d'abroger, c'est des Pujol. Obligation d'abroger un acte illégal dès son édiction, la règle est posée par l'arrêt Compagnie à l'italien. Dans cette affaire, le Conseil d'État a jugé qu'il y avait plus intérêt à faire disparaître un acte illégal qu'à chercher à sauver, à préserver le recours pour excès de pouvoir. Et il a changé de perception. C'est pas grave, hein. En 1930, il pensait qu'il fallait, ce qui était le plus important, c'était de protéger le recours pour excès de pouvoir. 30 ans plus tard, il dit, bon, finalement, il est encore plus important de permettre d'offrir un maximum de solutions pour faire disparaître un acte réglementaire illégal. Dans l'affaire Compagnie à l'Italia, c'est intéressant parce que le Premier ministre avait pris un décret en 83, c'est le décret du 28 novembre 1983. Donc, le Premier ministre avait pris un décret, le décret du 28 novembre 1983, qui était un décret relatif aux relations entre l'administration et ses administrés. Donc, le Premier ministre avait pris un décret, 28 novembre 1983, décret relatif aux relations entre l'administration et ses administrés. C'était en quelque sorte l'ancêtre de la loi du 12 avril 2000, que j'ai étudiée la semaine dernière. C'est la loi qui améliore les relations entre l'administration et les administrés. Donc, on a commencé par un décret. Et dans les dispositions de ce décret, dans les articles de ce décret, il y avait un article qui prévoyait, c'est l'article 3, que l'autorité administrative compétente est tenue d'abroger un règlement, un acte réglementaire. L'autorité administrative est obligée, est tenue d'abroger un règlement s'il est devenu illégal du fait d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Ça, c'est la reprise de l'arrêt des Pujol. Ou s'il est illégal dès son édiction. Donc, la règle est prévue dans le décret de 83. L'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire s'il est illégal du fait d'un changement de circonstance de droit ou de fait, ou s'il est devenu illégal. Donc, reprise de l'arrêt des Pujol, mais ajoute une règle nouvelle qui n'était pas en vigueur. Dans l'affaire Alitalia, le justiciable demande l'application de cet article. Il dit, voilà, j'ai demandé à l'administration d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction, elle a refusé de le faire, elle a tort, car le décret de 83 prévoit qu'elle est obligée de le faire. Le commissaire du gouvernement, dans ses conclusions, se demande si le décret de 83 est légal, puisque le justiciable se fonde sur ce décret. Première question que se pose le commissaire du gouvernement, est-ce que ce décret est légal? Et le commissaire du gouvernement en doute parce que le décret pose des obligations aux autorités administratives et notamment aux autorités locales. Donc, le décret de 83 impose de nouvelles obligations aux autorités administratives et notamment aux collectivités locales. Or, en vertu du principe de libre administration des collectivités locales, en vertu du principe de libre administration des collectivités locales que vous avez vu dans le cours d'institution administrative l'année dernière, c'est le législateur qui est compétent pour restreindre imposer de nouvelles contraintes aux collectivités locales. Donc, le commissaire du gouvernement dit, voilà, le justiciable invoque ce décret de 83, mais on a un doute sur la légalité de ce décret. J'ai un doute sur la légalité de ce décret. Oui, le décret dit plusieurs choses, mais celle qui m'intéresse ici, c'est que le décret dit l'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire devenu illégal du fait d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Ça, c'est la reprise de Pujol, pas de problème. Mais également est tenu d'abroger un règlement illégal dès son édiction. Ça, ce n'était pas dans la jurisprudence. Et le commissaire du gouvernement dit donc cet article est illégal. Ah ben, quelqu'un me dit, je n'ai pas bien compris l'intérêt pour la jurisprudence. Ah non, c'est pas ça, là. Pour l'instant, j'en suis pas là. Quelqu'un me dit, je n'ai pas bien compris l'intérêt pour la jurisprudence de reprendre les dispositions d'un décret illégal. C'est le contraire. C'est le décret qui reprend une règle jurisprudentielle pour l'arrêt des Pujol, et puis qui crée une autre règle. Dans le sens que vous donnez, on y arrive d'ailleurs. Et donc, le commissaire du gouvernement dit, bon, cet ajout
qui s'impose aux collectivités locales notamment est sans doute illégal parce que le Premier ministre n'est pas compétent en vertu du principe de libre administration des collectivités locales, article 72 de la Constitution. C'est la loi qui pose de nouvelles obligations, qui peut poser de nouvelles obligations pour les collectivités locales. Le Premier ministre n'est pas compétent. Donc, il dit, moi, l'article du décret que la compagnie Alitalia invoque me semble illégal parce que pris par une autorité incompétente. Mais, et là, j'en viens à la remarque que vous me faites, mademoiselle ou monsieur, je ne sais pas, le commissaire du gouvernement dit, mais après tout, le décret ne fait que consacrer un principe général du droit. Le décret ne fait que consacrer un principe général du droit. Donc, il n'est pas illégal, il rappelle une règle, qui est au-dessus de lui d'ailleurs, c'est un principe général du droit. Principe général du droit selon lequel l'autorité administrative a l'obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction ou devenu illégal du fait d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Alors, la solution est étonnante mais elle ne nous étonnera pas de la part du Conseil d'État. La solution est étonnante parce que le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 janvier 1981, c'est-à-dire 8 ans avant, vous voyez, le Conseil d'État, dans un arrêt du 30 janvier 1981, ministre du Travail contre Société France-Afrique, transaction. Oui, c'est un souci de hiérarchie des normes, comme vous dites, mademoiselle, ou monsieur, je ne sais pas. Le Premier ministre peut être incompétent pour créer une norme pour les raisons que je viens de vous donner, mais la norme deviendra légale si le Conseil d'État dit « mais non, cette norme ne fait qu'exprimer un PGD ». C'est au-dessus du décret. Ministre du Travail contre Société France-Afrique, transaction. Conseil d'État, 30 janvier 1981. Ministre du Travail contre Société France-Afrique, transaction. Donc, dans cet arrêt, 8 ans plus tôt, le Conseil d'État avait jugé que l'autorité administrative n'était pas tenue d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. Vous voyez, compte tenu de ce que je vous ai dit des principes généraux du droit, et ce que vous m'avez écrit aussi, le principe général du droit, c'est un principe qui est dans notre tradition, que le Conseil d'État ne fait que découvrir. 8 ans plus tôt, 8 ans plus tôt, 81, le Conseil d'État dit non, il n'y a pas d'obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. Et puis, dans l'arrêt compagnie italien, ils disent que c'est un principe général du droit. Donc, en tout cas, dès 89, compagnie Alitalia, on savait qu'en vertu d'un principe général du droit, l'autorité administrative, ministre du Travail contre Société France-Afrique, transaction. 30 janvier 81. Donc, on savait depuis l'arrêt compagnie Alitalia de 89 qu'il y avait un principe général du droit selon lequel l'autorité administrative était tenue d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction ou devenu illégal. Mais, encore une fois, il y avait une différence avec le code qui recopie ce principe, article 243-2, il y avait une différence, c'est que c'était saisi d'une demande. Un administré demande. Vous voyez, c'est beaucoup plus cadré. Si vous me dites, si vous dites à votre mère, par exemple, le MAIRE, je vous demande d'abroger tel acte réglementaire parce qu'il est illégal, ben, on peut discuter, vous voyez, on peut regarder le texte, on peut voir si ce que dit l'administré est vrai. Oui, il semble dire vrai, donc on va l'abroger. Ou alors, non, on a un doute, ben, finalement, on va refuser, puis après, le juge décidera. Tandis que le code, lui, dit, ben non, l'autorité administrative doit regarder tous les textes réglementaires qui existent, et puis elle doit les abroger s'ils sont illégaux. S'ils sont illégaux, pardon. Ça me paraît injouable. Il y a des centaines, des milliers de textes, c'est impossible. Alors, on peut dire, après tout, on s'en fiche, mais que se passera-t-il? Ça, j'en sais rien. Mais que se passera-t-il quand, par exemple, un texte réglementaire sera resté en vigueur alors qu'il était illégal, alors que l'article 243-2 indique qu'il aurait dû être abrogé, et qu'un administré aura subi un préjudice dont il demandera réparation? Il y aura sans doute une faute de la part de la personne publique qui n'a pas abrogé un acte réglementaire illégal. Alors maintenant, vous me posiez la question tout à l'heure, et j'avais l'intention de en parler.
La jurisprudence a précisé ce qu'était un changement de circonstance de droit ou de fait, justifiant qu'un texte qui d'abord était légal devienne illégal. Le Conseil d'État a rendu 2 arrêts le 10 janvier 1964, Conseil d'État 10 janvier 1964, qui expliquent ce qu'est un changement de circonstance de droit et un changement de circonstance de fait. Le premier, c'est un arrêt du Conseil d'État du 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres de bibliothèques, Syndicat national des cadres de bibliothèques. Le second, du même jour, qui explique ce qu'est un changement de circonstance de fait, ministre de l'Agriculture contre Simonet, S-I-M-O-2-N-E-T. Mademoiselle me dit, en droit civil, le retrait suppose restitution. Qu'en est-il en droit administratif? Pareil, le retrait suppose que l'acte n'a jamais existé. Ce qui a été donné doit être rendu. Donc, voilà les 2 arrêts qui nous donnent… Oui, je peux aller moins vite. Je suis chez moi, alors vous voyez, je me crois tout permis, et vous avez raison, je vais peut-être un peu trop vite. Quand on est dans l'infiljanais, c'est différent. Oui. Alors, je vais reprendre oui, le nom des 2 arrêts. N'hésitez pas à me le dire si je vais trop vite. Donc, premier arrêt, Conseil d'État, 10 janvier 1964, Syndicat national des cadres de bibliothèque. Il est vrai aussi qu'en amphi, comme je vous vois, quand je vois des mines complètement dépitées, là, je me dis, oh là là, j'ai dû dire une bêtise. Tandis que là, je ne vois rien du tout. Vous voyez, j'ai l'impression de parler à mon ordinateur, donc j'y vais cœur joie. Donc, premier Monsieur, arrêt, en 1964, monsieur, Syndicat excusez-moi. national des cadres de bibliothèque. Et puis le deuxième arrêt du même jour, ministre de l'Agriculture contre Simonet, S-I. Merci, merci, merci. Oui, j'avais un léger pressentiment. Hein. Il y a même des noms que je connais, là. J'en connais des noms, donc je ne suis pas seul. Ministre de l'Agriculture contre Simonet, S-I-M-O-2-N-E-T. Alors, une demoiselle me dit, alors je ne sais pas, je dis, monsieur ou madame Mérillon me dit que l'arrêt Société France-Afrique, je vous l'ai cité parce que France-Afrique Transaction, je vous dis, le Conseil d'État en 89 dit, bah ouais, là, il y a un problème. Le Premier ministre a posé la règle, l'obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. Ça, ce n'était pas dans l'arrêt des plus jeunes. Ce n'était pas une règle. Le commissaire du gouvernement dit, ce décret est illégal parce que le Premier ministre n'était pas compétent pour poser une telle règle à l'égard des collectivités locales. C'est le législateur qui est compétent. Mais le commissaire du gouvernement dit, oh, ce n'est pas grave. Cette règle, en fait, ne fait que rappeler un principe général du droit. Le Premier ministre n'a fait que rappeler lui-même, donc ce n'est pas lui qui l'a créé. Et donc, ça s'impose. Et je dis, c'est quand même curieux par rapport à ce qu'on a expliqué des principes généraux du droit, qui sont des principes qui résultent de notre tradition juridique, qui remontent à très loin, alors que 8 ans plus tôt, dans l'arrêt ministre du Travail contre Société France-Afrique Transaction, le Conseil d'État, saisi du même problème, avait jugé qu'il n'y avait pas une obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. Vous voyez, le principe général du droit que découvre le Conseil d'État en 89 n'existait pas en 82, en 81. Ça qui est curieux. Oui. Alors, changement de circonstances de droit. Alors, il faut dire quand même une chose, c'est que cet arrêt est toujours cité. Hein, si vous allez ouvrir un manuel sur ces questions, ils vont citer cet arrêt. Cet arrêt pose un petit problème, mais ce n'est pas grave. Hein. L'arrêt syndicat des cadres de bibliothèque. Dans cette affaire, une loi du 19 octobre 1946, donc, porte statut général des fonctionnaires. Donc, une loi du 19 octobre 1946, juste après la guerre, porte statut général des fonctionnaires. C'est le code de la fonction publique. Maintenant, il y en a un d'ailleurs, le code de la fonction publique, mais c'est la grande loi qui fixe les droits et obligations des fonctionnaires. Et cette loi doit être complétée par des décrets qui portent statut particulier. C'est toujours comme ça. Hein. Il y a la grande loi qui s'applique à tous les fonctionnaires sur la rémunération, les positions, les obligations, les libertés, etc. Et puis ensuite, il y a des centaines de décrets qui portent les règles pour chaque corps de fonctionnaires.
un inspecteur des finances publiques, ce n'est pas un professeur d'université, ce n'est pas un agent de transport, etc. Donc, il y a un décret portant statut particulier qui respecte bien sûr les règles qui sont dans la loi, mais qui en fixe les modalités pour chaque corps de fonctionnaire. C'est la répartition du domaine de la loi et du règlement qu'on connaîtra par la suite. Et la loi de 1946 prévoit que l'obligation d'organiser, oui, c'est ça, monsieur, pardon. Il s'agit de, donc la loi de 1946 prévoit l'organisation de concours d'accès à la fonction publique distinctes pour ceux qui souhaitent y entrer, les jeunes, ceux qui souhaitent entrer dans la fonction publique, et pour les candidats fonctionnaires. Donc, la loi de 1946 indique que pour l'entrée dans la fonction publique, il y aura deux types de concours, des concours ouverts à ceux qui veulent y entrer et des concours ouverts à ceux qui sont déjà fonctionnaires. C'est la distinction entre les concours externes, pour ceux qui veulent rentrer, et les concours internes, pour ceux qui veulent progresser. Vous entrez au niveau le plus bas, et puis vous passez les concours qui vont vous permettre de monter dans la hiérarchie. Donc, la loi de 1946 pose cette obligation de concours distincts. Des concours doivent être ouverts, réservés aux candidats qui sont déjà fonctionnaires. Concours interne. Donc, qui s'adressent à des gens qui sont plus âgés, puisqu'ils ont déjà fait un peu ils sont déjà dans la fonction publique. Et puis, donc, des concours adaptés. On ne va peut-être pas leur demander de bachoter le droit public ou le droit civil ou les finances publiques. Peut-être les juger sur leur pratique au travail, vous voyez. Et donc, un décret de 1952 avait pu… non, pour tout vous dire, monsieur, je ne fais jamais grève. Jamais. Quelle que soit la réforme, quoi que j'en pense, je considère que je ne suis pas à plaindre et que je fais jamais grève. Jamais, jamais. Et donc, il faudrait vraiment quand même me pousser. Ouais, je sais pas, ça fait quand même 30 ans maintenant que je suis dans la fonction publique. Il faudrait quand même, je ne sais pas, il faut essayer. Hein, on peut essayer de me tester, mais jamais fait grève. Pas le temps. Alors, donc, je vous disais, il y a un décret de 52 qui a porté statut du particulier, décret de 52, qui a porté statut particulier des agents de bibliothèque. Comme vous avez dit, hein, la loi de 1946 est complétée par des centaines de décrets qui vont appliquer les règles particulières pour chaque corps de fonctionnaires. Donc, il y a eu un décret portant statut du cadre des bibliothèques, c'est-à-dire les gens qui travaillent à la bibliothèque Jeanne Chauvin, par exemple. Et ce décret, et c'est pour ça que l'arrêt de principe est un peu bancal, mais il est cité par tout le monde, et même le Conseil d'État l'applique comme ça, ce décret de 1952 ne prévoyait pas de concours interne pour progresser dans les bibliothèques. Pas de concours interne. Une personne qui est au guichet, si elle veut devenir un jour conservateur, il n'y avait pas de concours interne prévu. Donc, c'est ça qui pose un problème, en fait. Le décret de 52 était illégal dès son édiction, ab initio. Oui, mais à l'époque, le Conseil d'État, arrêté Pujol, ne reconnaissait pas une obligation d'abroger un acte illégal dès son édiction. Si le décret avait été attaqué par un syndicaliste, par des syndicats ou un agent, dans les 2 mois à compter du 16 mai 52, il aurait été annulé, comme contraire à la loi de 1946. Il n'a pas été attaqué. Mais après, on ne pouvait pas obtenir son abrogation parce qu'il n'y avait pas une obligation ab initio, c'est AB, plus loin, initio, INITIO. Je vous dis ça parce que vous allez parfois, si vous ouvrez un manuel, on va dire abrogation dès son édiction ou ab initio. Et donc, comme il n'y avait pas d'obligation d'abroger, naturellement, comme je vous l'ai dit dans le début du cours, si le Premier ministre avait dit « Ah bah oui, on a fait une bêtise, là, le texte est contraire à la loi de 1946, on va l'abroger », ben ouais, nul n'a droit au maintien d'un règlement, mutabilité, aucun problème. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'obligation d'abroger, en revanche, saisi par un administré, un acte illégal dès son édiction.
En 1959, le gouvernement adopte une ordonnance qui a valeur de loi. Elle a été prise sur le fondement de l'article 92 de la Constitution. Ça a duré 6 mois. C'était pour la mise en place des institutions. Ça a valeur de loi. Donc, le gouvernement adopte une ordonnance en 59 qui porte statut de la fonction publique, qui abroge donc la loi de 46. Pour l'essentiel, cette ordonnance reprend les règles du statut de 46. Pas pour tout, hein, justement, je vais vous le dire. Mais le gouvernement a adopté cette ordonnance pour une raison qu'on a vue au premier semestre. Le gouvernement voulait que la répartition du domaine de la loi et du règlement, 34 et 37, soit tout de suite comprise, entre dans les mœurs. Et donc, le gouvernement a dit, pour la fonction publique, on va l'appliquer nous-mêmes, hein, et on prend la loi de 46, on l'abroge, on met dans un texte de loi, alors dans le 59, ce qui relève de la loi, et puis ce qui relève selon nous du règlement, on va le mettre dans les décrets portant statut particulier. Mais, pour l'essentiel, les règles restent les mêmes. Vous voyez, le texte fondamental en droit de la fonction publique, celui qui change les choses, c'est la loi de 46, ce n'est pas l'ordonnance de 49, ce n'est pas l'ordonnance de 59. Mais la loi de 46 est abrogée. Et simplement, l'ordonnance de 59 prévoit que des concours internes doivent être ouverts aux fonctionnaires. Ça, c'est comme en 46. Des concours internes doivent être ouverts aux fonctionnaires qui veulent monter et également aux agents en fonction dans la fonction publique. Les concours internes donc, doivent être ouverts aux fonctionnaires, rien de nouveau, mais également aux agents en fonction. Nous avons vu, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que en principe, les emplois permanents de la fonction publique sont occupés par des fonctionnaires, mais il y a aussi des agents non titulaires, des agents en fonction, comme dit le texte de 59. Et donc, là, il y a un changement de circonstances de droit. La loi de 46 parlait de concours internes ouverts aux fonctionnaires, point. L'ordonnance de 59 parle de concours ouverts aux fonctionnaires et aux agents en fonction. Le décret de 52 ne respecte pas cette disposition, puisqu'il ne prévoit pas de concours interne. Je dis, il était au moins sur concours interne réservé aux fonctionnaires, déjà illégal dès son édiction. Mais il y a une nouveauté. Il est contraire aussi à l'ordonnance 59 qui prévoit que le concours interne doit être ouvert aux fonctionnaires et aux agents en fonction. Donc, un syndicat du cadre de bibliothèque demande au gouvernement, au Premier ministre, d'abroger le décret de 52, qui est toujours en vigueur, parce qu'il est contraire, il est devenu illégal, du fait d'un changement de circonstance de droit. Il ne prévoit pas de concours interne ouvert aux fonctionnaires et surtout aux agents en fonction, ce que prévoit la loi, c'est-à-dire l'ordonnance 59. Et le Conseil d'État, donc le Premier ministre a refusé d'agir. Le Premier ministre a refusé d'agir. Le syndicat a saisi de ce refus le Conseil d'État qui a dit « Ah oui, il y a obligation d'abroger le règlement, le décret de 52, car il y a changement de circonstance de droit. Or, en vertu de l'arrêt des Pujol, le gouvernement, l'autorité compétente doit changer, doit abroger un acte réglementaire devenu illégal. » Changement de circonstance, c'est… alors, on pourrait employer un autre mot peut-être, hein, événement, si vous voulez. C'est l'expression qu'utilise le Conseil d'État. Changement de circonstance, il y avait des règles de droit et ces règles de droit ont changé. Les circonstances de droit ont changé. Oui, évolution, si vous voulez. Ouais, comme vous voulez. Ouais. Moi, j'ai mis circonstance parce que c'est le mot utilisé par le Conseil d'État. Il n'y a pas de vérification de la part du ministre ou du Premier ministre avant de prendre un décret. Si, normalement. Le décret est obligatoirement examiné par le Conseil d'État dans sa formation consultative. Donc, si c'est ça votre question, c'est vrai que l'illégalité qui a été commise en 52 en prévoyant pas de concours interne même pour les fonctionnaires paraît surprenante. Sauf peut-être à ce que le Conseil d'État ait dit
il faudrait prévoir des concours internes et que le Premier ministre n'a pas suivi. J'en sais rien, mais je comprends si c'est ça votre question. Oui, vous avez raison. Et puis alors, il y a le changement de circonstances de fait, FAIT. Ça, c'est le deuxième arrêt de 64. Ministre de l'Agriculture contre Simonet. Dans cette affaire, un décret de 1933 a prévu une répartition de la production de rhum, entre les sucreries de Guadeloupe. On ne peut pas produire librement du rhum, autant de litres que l'on veut, c'est réglementé. La production se fait en Guadeloupe. Et donc, un décret de 1933 a prévu des quotas de production pour les 4, 5, 10 sucreries. Vous avez le droit de produire tant, tel autre temps, etc. On est dans un marché réglementé. 30 ans plus tard, en 1956, 20 ans plus tard, en 1956, ce décret est toujours en vigueur. C'est toujours la même répartition entre les sucreries de Guadeloupe. Alors que il y a des sucreries qui se sont développées, d'autres qui ont disparu. Donc, la répartition ne correspond plus à la réalité. Donc, sans doute qu'il y a M. Simonet, qui est propriétaire d'une sucrerie, qui a demandé au Premier ministre, il dit, écoutez, il faudrait revoir le décret de 1933 parce que le marché du rhum a changé en Guadeloupe. Le Premier ministre a refusé d'abroger son décret et d'en prendre un nouveau, d'affecter de nouveaux quotas. Et donc, M. Simonet a introduit devant le Conseil d'État un recours contre le refus d'abroger. Et le Conseil d'État a estimé qu'effectivement, il y avait eu un bouleversement, c'est le mot utilisé, un bouleversement des circonstances de fait. Je ne sais pas, moi, par exemple, il y avait 10 sucreries, il y en a 5 qui ont disparu. Elles n'ont pas été reprises, elles ont fait de mauvaises affaires, etc. Et donc, nous avions des quotas de répartition de production de rhum pour 10 sucreries, il n'y en a plus que 5. Donc, je dis ça, je ne sais pas ça, il faut aller voir l'arrêt. Il y a bouleversement des circonstances de fait. Donc, il faut retenir, le Conseil d'État choisit ses mots. Le Conseil d'État n'impose pas une abrogation en cas précisément de changement de circonstances de fait, mais en cas de bouleversement, ou dit autrement pour être plus précis, la circonstance de fait doit traduire un bouleversement. Vous voyez, si une sucrerie avait obtenu le droit de produire 15% du rhum et que maintenant elle est en mesure de produire 17%, ce changement n'est pas un bouleversement, 20% non plus. Là, il y a véritablement un bouleversement des circonstances de fait. Oui, significatif. Je le dis, et c'est des choses comme ça qu'il faudrait dire dans un commentaire d'arrêt, le Conseil d'État utilise cette notion de bouleversement des circonstances dans une jurisprudence que je verrai plus loin, qui est la jurisprudence sur la théorie de l'imprévision. Un contrat a été conclu, il est toujours en vigueur, mais les circonstances ont été bouleversées. C'est une théorie qui ne jouait presque jamais, mais qui, depuis la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, etc., revient à la mode. Par exemple, au mois d'août, la société marine, je crois que c'est Vermarine, la société qui gère une trentaine de piscines municipales, la commune est propriétaire de la piscine, elle en confie l'exploitation à la société Vermarine. Vermarine a dit, nous, on a conclu des contrats avec les 30 communes, des conditions ont été posées, du fait de l'augmentation considérable des prix de l'électricité et du chauffage, donc, on n'est plus capable d'assurer. On a une rémunération de 100 et l'électricité est passée à 200. On ne peut plus. Théorie de l'imprévision. Eh bien, il sera possible, en vertu de la théorie de l'imprévision qui résulte d'un arrêt que je verrai plus loin, peut-être, compagnie, parce que c'est un chapitre que je sautais par manque de temps en disant ça ne joue jamais, mais là ça a changé. Changement de circonstances. Compagnie du gaz de Bordeaux, 1916, il sera possible de revenir sur le contrat dès lors qu'il y a un bouleversement de
circonstances qui ont présidé à sa conclusion. Vous voyez, c'est le même mot. Oui, oui, c'est normal que vous l'ayez vu en droit des contrats parce qu'en ce domaine, la jurisprudence administrative avait devancé le droit civil. Le droit civil ne reconnaissait pas l'imprévision. C'est l'arrêt Canal de Craponne. Et dans la réforme du Code civil il y a quelques années, là, ils ont introduit la notion d'imprévision qui existait en droit administratif depuis 1916. Je vais m'arrêter quelques minutes, hein, il est 50. Je vais vous laisser en paix pendant quelques minutes et puis je reprendrai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, pas bouger beaucoup. Monsieur, Comment ça se fait que le Conseil d'État est souvent en avance sur la cassation? Alors moi, j'évite, enfin j'essaye, peut-être que je n'y parviens pas complètement. Moi, le droit administratif me fait vivre, hein, il faudrait que ça tienne encore une dizaine d'années à peu près. Mais je ne défends pas le droit administratif comme un supporter, vous voyez, mais il est vrai, voilà, là je l'ai donné, mais parce que vous m'avez obligé à le dire, que dans certains domaines, oui, le Conseil d'État devance la Cour de cassation. Après, il faudrait faire une analyse plus globale. Un peu plus loin, je vais revoir ce dialogue entre les deux juges à propos de la responsabilité de personnes qui ont la garde de personnes qui présentent un danger. Et le Conseil d'État, dans un premier temps, avait connu un régime de responsabilité sans faute. Vous voyez, par exemple, en vertu de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante, c'est le titre de l'ordonnance, on a fait le pari que pour sauver l'adolescent qui a commis des actes graves, qui justifierait la prison, il est préférable de ne pas le mettre en prison parce que ça va aggraver, on peut peut-être encore le récupérer. Donc, on le laisse en liberté, mais il présente un danger puisque c'est un enfant délinquant qui a commis déjà des actes graves. Eh bien, l'enfant est laissé en liberté et il incendie une maison, par exemple. La victime demande réparation. La victime attaque l'État et le Conseil d'État, dès 1956, a admis une responsabilité sans faute. Pas besoin de prouver que l'État a commis une faute. Non, l'État a voté une loi qui laisse quelqu'un dangereux en liberté, il doit en supporter les conséquences. Donc, c'est très protecteur pour la victime, vous voyez. La Cour de cassation était en retrait. Puis après, la Cour de cassation a rendu un arrêt, Blic, plus favorable. Ça a amené le Conseil d'État à nouveau à évoluer, à être lui aussi, à s'aligner sur la jurisprudence plus favorable de la Cour de cassation. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples, hein, n'hésitez pas à me le dire. Ce sera un sujet intéressant d'ailleurs à développer sur ce dialogue entre les deux juges et essayer de soutenir que l'un est plus audacieux que l'autre. Oui, ben c'est ça, ouais, c'est la réplique. Moi, je le verrai dans un mois ou deux. Dans un mois, pardon, parce que dans 2 mois, je crois qu'on sera libre. Oui, oui, oui. Oui, très bien, oui. L'impression en droit administratif a un caractère supplétif de volonté. L'imprévision, vous voulez dire? Ah, l'imprévision. Alors, je ne dirais pas les choses comme cela. Oui, oui, je crois que j'ai fait l'enregistrement. Est-ce qu'on pourrait, je crois que je l'ai fait, hein, donc je crois que je l'ai lancé. Je n'ai pas entendu la phrase habituelle que j'entends, mais je pense l'avoir lancé, donc sinon il n'y a pas de problème. Je me vois, oui, oui, c'est marqué d'ailleurs, enregistrement, ça enregistre. Je le mettrai, si j'oublie, vous me renvoyez un mail. Est-ce qu'on pourrait avoir nos copies du S3? Mais ça devient presque, oui, vous pourriez les avoir, ça devient de plus en plus éprouvant, hein, parce que d'abord, elles sont toujours dans ma voiture, hein, voiture est garée un peu plus loin là. Et donc, si je me fais arrêter, vous voyez, au péage, est-ce que vous avez des copies? Oui, je les ai, pas forcément dans l'ordre maintenant. Donc, je les aurai encore la semaine prochaine. Non, je n'ai pas coupé mon son, non, non, non. Ah, pardon, ah oui, c'est bizarre ça. Ne me dites pas que je fais le cours depuis le début sans. Bah non, puisque vous m'avez posé des questions. Alors, comment se fait-il que j'ai coupé le son? Ah oui, il faudrait que. Parce que non, c'est vous qui l'avez coupé, non?
Parce que je vois par exemple Maëlle, si c'est elle qui veut me parler, là, je vois qu'elle a coupé son… C'est elle qui doit l'ouvrir, non? Vous Ouais. m'entendez? Et là, vous l'avez ouvert, mademoiselle. Est-ce que vous m'entendez? Elle parle? Ah, je ne l'entends pas. Ah oui, c'est le… Pardon, pardon. Oui, j'avais coupé le son de mon ordinateur. Oui, vous pouvez recommencer, mademoiselle? Oui, en fait, je voudrais vous demander de revenir sur la jurisprudence des syndicats des cadres de bibliothèque, s'il vous plaît. Oui, oui, Parce que j'ai allez-y. pas bien compris. Oui, je vais le refaire. Euh, alors, je vais le refaire. Je regardais s'il y avait une autre question, hein. Euh, donc, oui, pour les copies, donc je suis la semaine prochaine, je les aurai toujours. Alors, oui, je vous disais, syndicat du cadre des bibliothèques, c'est un arrêt qui illustre l'obligation pour l'autorité administrative d'abroger un acte réglementaire quand il y a un changement de circonstances de droit. L'acte était fondé sur des circonstances de droit, il était légal, et ces circonstances de droit changent, l'acte devient illégal. Donc, dans cette affaire, il y a une loi de 46 qui porte statut de la fonction publique, en gros, c'est le code de la fonction publique, qui dit il faudra que pour accéder à la fonction publique, il y ait des concours ouverts aux jeunes, à ceux qui sortent de l'université, qui passent le concours, c'est ce qu'on appelle un concours externe, et des concours internes ouverts aux fonctionnaires. C'est l'expression utilisée par le statut, concours ouvert aux fonctionnaires. C'est un concours interne puisque ça s'adresse à des gens qui sont déjà dedans. C'est une volonté, vous voyez, de favoriser la promotion sociale. Une personne est entrée très bas dans la fonction publique parce qu'à l'époque, les gens ne faisaient pas des études très longues, ça pouvait coûter cher, etc. Ils entrent dans la fonction publique, ils donnent satisfaction, ils ont la possibilité de passer des concours qui vont leur permettre de monter. Le Premier ministre a pris un décret en 1952 portant statut particulier des cadres de bibliothèque. Car je l'ai dit, hein, il y a 600, j'avais donné le chiffre, je crois, cette année, là, parce que j'ai fait le cours de fonction publique il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, il y avait 1000 corps de fonctionnaires, c'est-à-dire les fonctionnaires ne sont pas tous fixés soumis aux mêmes règles, ils sont répartis en corps spécialisés. Alors, ça alourdit la gestion. C'est pour ça qu'on a réduit, et maintenant, il doit y avoir 300 ou 400 corps de fonctionnaires. Vous voyez, il y avait le corps des secrétaires du ministère des Transports, le corps des secrétaires du ministère de l'Intérieur, alors que ces agents font le même boulot. Donc maintenant, il y a un corps des secrétaires des ministères, et ça permet de changer les secrétaires d'un ministère à l'autre sans qu'ils disent « Ah non, ça c'est… Non, non, moi je suis secrétaire du ministère de l'Intérieur, je ne peux pas aller en face au ministère de l'Agriculture. » Mais donc, ces corps font l'objet de décrets portant statut particulier qui complètent les règles générales qui sont dans la loi. Donc, le Premier ministre a pris un décret portant statut particulier du cadre des bibliothèques. Et ce décret ne prévoit pas de concours interne. On ne devient cadre de bibliothèque qu'en passant un concours après la licence ou le master. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le décret était déjà illégal dès son édiction. La loi prévoit des concours internes, le décret n'en prévoit pas. Donc, il est déjà illégal. Mais à l'époque, application de l'arrêt des Pujol, pas d'obligation d'abroger un acte illégal dès son édiction. Donc, il aurait été possible d'attaquer le décret dans les 2 mois, ça, il aurait été annulé. Pas de problème. Mais si 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 3 ans plus tard, un agent de bibliothèque, un syndicat avait demandé l'abrogation, si le ministre refuse, le Premier ministre, eh bien, il n'y avait pas de moyen de l'y contraindre puisqu'il n'a pas d'obligation d'abroger un acte illégal dès son édiction. En 1959, il y a une nouvelle loi, c'est une ordonnance, mais c'est une loi, qui porte statut des fonctionnaires. Et cette loi de 59, qui est une ordonnance, prévoit que des concours doivent être ouverts aux fonctionnaires et aux agents en fonction. Vous voyez, il y a une modification là. Donc, la loi est votée, la loi est adoptée par le président de la République, ordonnance de l'article 92 de la Constitution, c'est un article qui n'existe plus, et un syndicat demande au Premier ministre de changer son décret de 52, de l'abroger, car ce décret ne prévoit pas de concours interne ouvert aux fonctionnaires
et aux agents en fonction. Nouveauté apportée par l'ordonnance 59. Donc, il y a eu un changement de circonstances de droit. Il faut abroger le décret pour le remplacer par un autre qui prévoira un concours interne ouvert aux fonctionnaires et aux agents en fonction. Le Premier ministre a refusé. Le syndicat a introduit un recours contre ce refus et le Conseil d'État dit « Ah ben non, le Premier ministre devait abroger le décret car il y a eu un changement de circonstances de droit qui l'oblige à l'abroger. » Merci, Je j'ai vous en prie, compris. madame. Mais je vous dis, c'est un arrêt qui est un peu bancal parce que sur la première partie de la phrase, le décret était déjà illégal dès son édition puisqu'il ne prévoyait pas de concours interne, même pour les fonctionnaires. Mais monsieur, quel est l'intérêt pour l'administration d'abroger un acte qu'elle a pris alors qu'il était illégal dès son édiction, alors qu'il n'y a pas de demande? C'est pas que ce que je vous ai dit au départ, moi, ce que je vous disais au départ, c'est que l'article L243-2 qui est en vigueur maintenant prévoit l'obligation d'abroger un acte réglementaire illégal ou devenu illégal. Pour vous expliquer ce que ça voulait dire, j'ai repris la jurisprudence puisque c'est la reprise de la jurisprudence. Mais la grande différence, c'est qu'avant, l'autorité administrative devait abroger, avait l'obligation quand elle était saisie d'une demande, alors que maintenant, regardez comment est rédigé l'article que j'ai dicté au début du cours, l'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire, etc. Il n'est pas dit saisie sur demande. Moi, je déduis de cet article, pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence. Mais je vais vous donner un autre exemple qui démontre la façon de travailler quand même. Il résulte de cette jurisprudence, de cet article, moi je lis l'article, hein, que l'administration doit tous les matins, il doit y avoir un service, je ne sais pas, au ministère de l'Intérieur, il doit y avoir 10 agents, à mon avis, il faudra au moins ça, hein, qui examinent tous les textes réglementaires adoptés depuis 2 siècles pour s'assurer qu'ils sont toujours en vigueur et puis vérifier qu'ils ne sont pas contraires à une directive européenne qui a été adoptée la semaine dernière, par exemple, à une loi qui a été votée il y a 3 jours. C'est injouable. Mais il n'empêche que le texte dit ça. Il dit l'administration est tenue d'abroger un acte illégal ou devenu illégal. Donc, moi, la question que je pose, si par exemple, une entreprise ou un particulier souffre de l'application d'un texte réglementaire, et puis il s'aperçoit que ce texte réglementaire aurait dû être abrogé depuis 10 ans parce qu'il était devenu illégal. Moi, il me semble que l'administration aura manqué à une de ses obligations d'abroger et l'entreprise est en droit de demander réparation. On verra quand on en arrivera là, vous voyez. J'en sais rien, hein, pour l'instant, il n'y a pas d'application. Pour moi, c'est impraticable de regarder, de s'assurer, d'assurer l'abrogation. Vous savez, c'est un peu comme je vous disais, en 2013, le président de la République avait dû faire un discours là-dessus. Il dit voilà, maintenant, on est dans l'ère de la démocratie pleine et entière. On va poser la règle sur laquelle le silence vaut acceptation et non pas refus. Je l'ai dit, silence vaut refus, ça veut dire que si l'administration met le dossier au fond de la pile, ce n'est pas trop grave, puisque l'administré n'obtient pas ce qu'il veut. Le silence vaut refus. Silence vaut acceptation, ça veut dire que l'administration doit regarder le dossier au plus vite, parce que si elle ne fait rien, son silence donne à l'administré ce qu'il demande. C'est louable, hein, moi je préfère, hein, par titre personnel. Mais il faut être capable, il faut avoir une administration ultra performante avec des agents en grand nombre pour être capable de respecter une règle pareille. Vous voyez, comprenez, si vous donnez une autorisation qui va permettre, je ne sais pas, de se livrer à une activité dangereuse, hein, qui peut être dangereuse, auparavant, si l'administration ne répond pas dans les 2 mois, c'est un refus. Maintenant, c'est une acceptation, ça veut dire que l'activité va être autorisée alors qu'elle est peut-être potentiellement dangereuse. C'est il faut vraiment être très efficace. Il faut avoir la garantie qu'on est capable d'examiner les demandes avant que le silence ne fasse naître une décision d'acceptation. Et donc, à mon avis, c'est injouable. Et d'ailleurs, le gouvernement s'en est rendu compte, puisque je vous l'ai dit, des décrets d'application ont été pris qui prévoient plein d'exceptions. Ce qui fait que maintenant, c'est illisible. Vous voyez, avant, on pouvait dire, le silence vaut refus. Puis il y a quelques cas, par exemple en urbanisme, le silence vaut acceptation. Maintenant, le silence vaut acceptation, mais il y a 3 exceptions dans la loi, puis il y en a une 4e dans les décrets qui renvoie. Non, mais c'est injouable.
Bah, là, c'est la même chose. Vous voyez, ça part d'un bon sentiment, dire voilà, il n'est pas normal qu'un texte illégal reste dans l'ordre juridique. L'administration a l'obligation de l'abroger, mais concrètement, bah, il faudrait avoir un personnel à plein temps, 24 heures sur 24, pour examiner tous les textes. C'est un travail très difficile. Ah, vous êtes déjà en avance. Ah oui, alors je vais envoyer. Alors là, vous avez raison. Voilà, ça y est, le problème se pose déjà. Ah bah, ce que je n'ai pas compris, ce qu'est un acte illégal. Bah, un acte illégal, c'est un acte qui est contraire aux normes supérieures. C'est tout le programme du premier semestre. C'est un acte qui a été pris par une autorité compétente. C'est un acte qui est affecté d'un vice de forme. Par exemple, j'ai vu dans le chapitre précédent que certains actes devaient être motivés. S'ils ne le sont pas, ils sont affectés d'un vice de forme. Si, par exemple, avant de prendre un acte, la loi prévoit qu'il faut consulter une commission et que ça n'a pas été fait, eh bien, l'acte est illégal pour vice de forme. Je vais dire au chargé de télé, ah, ça a été très vite là quand même, hein. Je vais dire au chargé de télé que, comme je l'ai dit au premier semestre, je l'avais dit à M. Blachon, il était déjà là, qu'on ne peut pas donner un sujet qui n'a pas été traité en télé, vous voyez. Je ne sais pas s'il a traité en télé l'évolution du contrôle des motifs, mais on ne peut pas interroger, en tout cas noter. Il peut vous interroger si ce n'est pas noté, moi je m'en fiche. Mais qu'est-ce que vous appelez déconnecté un peu, je ne l'ai jamais vu pour tout vous dire. J'ai échangé avec lui hein, grâce aux procédés modernes, mais je ne l'ai jamais vu. Qu'est-ce que vous appelez déconnecté? Ça me fait rêver, ça. Ah oui, il voit quand même que c'est en droit administratif, quand même. Euh, d'accord. Il n'est pas censé savoir où j'en suis. Hein. Il peut se dire, ouais, je vais lui expliquer tout ça. Mais je l'avais déjà dit au premier semestre. Hein. Il était dans l'équipe au premier semestre, mais il a peut-être une poubelle, vous voyez, qui met après une semaine les messages dans la. Euh, ouais, le contrôle des motifs, ouais. Oui, c'est vrai, ils sont pas censés, ils peuvent se dire, bah, le prof est ultra performant et il a toujours 15 jours d'avance sur nous, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que, vous comprenez, je crois que les TD ont repris la deuxième semaine après les cours. Et encore, moi, j'ai fait 4 heures au lieu de 3. Et c'est extrêmement difficile d'arriver, ou alors il faudrait faire comme quand je faisais les TD il y a très longtemps pour un professeur, faire des séances de TD complètement déconnectées du cours. Hein. Peut-être la solution. Enfin, je vais y réfléchir, mais pas cette année. Bon, bah, il est 14h08, je vais reprendre. Hein. Je me suis beaucoup arrêté, pas vraiment arrêté non plus. Mais... Alors, des précisions avaient été apportées par l'administration, par le Conseil d'État, pardon. Euh, L'administration doit spontanément s'abstenir d'appliquer un règlement illégal. C'est conforté par le code. Maintenant, elle doit l'abroger, mais auparavant même, l'administration devait spontanément s'abstenir d'appliquer un règlement illégal. C'est un arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 1958. Conseil d'État, 14 novembre 1958, PONARD, P-O-N-A-R-D. Je vais tranquille, etc. Conseil d'État, 14 novembre 1958, PONARD, P-O-N-A-R-D. Donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État dit, voilà, l'autorité administrative est tenue de ne pas appliquer un règlement illégal, alors qu'il est encore en vigueur. Maintenant, on est allé plus loin, elle doit l'abroger, vous voyez, même si on ne l'a pas demandé. Donc, elle ne commettait pas une faute en n'appliquant pas ce règlement, parce qu'il est illégal. Cette solution ne vaut pas pour un acte individuel. Donc, l'administration doit s'abstenir d'appliquer un acte réglementaire illégal. Ça, c'est vrai depuis l'arrêt Ponard de 58. Cette solution ne vaut pas pour un acte individuel. Je vais vous donner un exemple. C'est un arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2005. Conseil d'État, 16 décembre 2005, M. Lacroix. 16 décembre 2005, M. Lacroix, avec un X au bout. Et dans cet arrêt, donc, dans cette affaire, un chirurgien du CHU, c'est l'hôpital public, un chirurgien du Centre hospitalier universitaire, CHU, de Poitiers, a été détaché dans un autre hôpital. Un fonctionnaire peut être placé en position de détachement. C'est ce qui est arrivé donc à M. Lacroix, chirurgien du CHU de Poitiers,
il a été détaché dans un autre hôpital en 2003. On a dit, voilà, vous êtes nommé en détachement dans un autre hôpital. En 2004, l'année d'après, donc, le ministre retire cet arrêté, c'est-à-dire l'annule. L'arrêté n'a jamais existé. Le détachement n'a jamais existé. Se fondant sur cet arrêté, il résulte donc, se fondant sur cet arrêté de 2004 qui retire le détachement de 2003, se fondant sur cet arrêté, duquel il résulte qu'il n'a jamais quitté le CHU, le chirurgien demande à Poitiers de lui verser son traitement. Il dit, voilà, moi j'ai été détaché, mais ça n'a pas existé puisqu'il y a eu le retrait, je vous demande de me payer. Pour s'opposer à cette prétention, pour s'opposer à cette demande, le CHU soutient que l'arrêté de retrait de 2004 est illégal. Je ne sais pas pour quelle raison, il faudra aller voir l'arrêt. Donc le CHU soutient que l'arrêté de 2004 est illégal et qu'il a donc le devoir de ne pas l'appliquer. Le CHU souhaite transposer aux actes individuels l'arrêt Ponard. En vertu de l'arrêt Ponard de 58, l'administration est tenue de ne pas appliquer un acte réglementaire. Ici, Conseil d'État, 16 décembre 2005, M. Lacroix, L-A-C-R-O-I-X, le directeur de l'hôpital, dit voilà, j'applique la même règle que pour les actes réglementaires. J'estime que, après ça sera démontré, que le retrait de 2004 est illégal, donc je dois m'abstenir de l'appliquer. Le Conseil d'État censure cette décision dans l'arrêt Lacroix de 2005. Donc le Conseil d'État censure cette décision au motif que, à la différence de l'acte réglementaire, un acte individuel, c'est le cas ici, c'est un acte détachant M. Lacroix, donc c'est nominatif. Un acte individuel reste en vigueur et doit être appliqué tant qu'il n'a pas été abrogé ou retiré. Alors, autre précision, il est possible d'invoquer la jurisprudence des Pujol à l'Italia. Aujourd'hui, oui, il est possible d'invoquer la jurisprudence des Pujol à l'Italia dans le cadre de l'exception d'illégalité. Dans le cadre de l'exception d'illégalité. Il est possible d'invoquer la jurisprudence des Pujol à l'Italia dans le cadre de l'exception d'illégalité. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'exception d'illégalité. Je le refais à nouveau parce que c'est important. C'est important de maîtriser l'exception d'illégalité, parce que c'est comme ça souvent qu'on conteste un acte. Je vous le rappelle, je vous le dis encore. Voilà, c'est ce que je vais faire. Un administré reçoit un acte individuel qui lui est défavorable. Donc, un administré reçoit un acte individuel qui lui est défavorable. Par exemple, vous avez demandé quelque chose au doyen ou au président de l'université, il vous répond non. Ça, c'est un acte individuel. L'administré a 2 mois pour attaquer cet acte. Et là, impardonnable s'il ne le fait pas, puisqu'il a reçu l'acte et qu'on lui a expliqué même dans l'acte, on lui dit si vous n'êtes pas content, vous avez 2 mois pour attaquer, etc. Donc, l'administré a 2 mois pour attaquer cet acte individuel. Ça, c'est l'action. Ce n'est pas une exception, c'est l'action contre l'acte. L'autorité administrative qui a pris l'acte individuel, a fondé son refus sur un texte réglementaire qui a 3 ans, 4 ans, 10 ans. Et voilà, le président de l'université vous répond « Je ne peux pas vous accorder ce que vous me demandez, car en vertu d'un décret de 1963, vous ne présentez pas les conditions, etc. » Naturellement, en 1963, vous n'avez pas songé à introduire un recours pour excès de pouvoir contre le décret de 63, soit parce que vous n'étiez pas né, soit parce que vous n'étiez pas à l'université et que ce décret de 63, vous n'en aviez pas connaissance.
Maintenant, vous en avez connaissance parce qu'il vous prive d'un droit. Tiens, il y a un décret de 63 et c'est pour ça que le président de l'université m'a refusé ce que je lui ai demandé. Donc, à l'occasion du recours contre l'acte individuel que lui, vous êtes censé connaître puisque vous l'avez reçu et qu'on vous a dit comment l'attaquer, action, à l'occasion d'un recours contre cet acte individuel, l'administré peut soulever l'exception d'illégalité de l'acte réglementaire sur lequel s'appuie l'acte individuel. Soulever l'exception d'illégalité de l'acte réglementaire sur lequel s'appuie l'acte individuel. Et si le juge admet que l'acte réglementaire est illégal, cela fait tomber l'acte individuel. Enfin, le juge l'annulera. Vous voyez, souvent, à part le GISTI, la Fédération de protection des oiseaux ou je ne sais quelle association, les administrés ne contestent les actes réglementaires que quand on leur applique. C'est très important, l'exception d'égalité. Eh bien, et on dit exception parce que ce n'est pas une action contre l'acte réglementaire, c'est à l'occasion d'un recours, d'une action contre un acte individuel, qu'on soulève l'exception d'illégalité de l'acte réglementaire. Oui, l'acte, désormais, l'autorité administrative doit abroger un acte qui a été reconnu comme étant illégal par une voie d'exception. Alors, à l'occasion d'une exception d'illégalité, il est possible de soutenir que l'acte réglementaire est illégal du fait d'un changement de circonstance de droit ou de fait. À l'occasion d'une exception d'illégalité, il est possible de faire tomber cet acte en soutenant que l'acte est devenu illégal du fait d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Le Conseil d'État en a jugé ainsi dans un arrêt de 1982, Conseil d'État 22 janvier 1982, Conseil d'État 22 janvier 1982, A1, AH, plus loin 1, WON. AH, plus loin 1, WON. Conseil d'État 22 janvier 1982. Quelqu'un attaque un acte individuel dans les 2 mois, il soutient que l'acte individuel est fondé sur un acte réglementaire illégal parce que les circonstances de droit qui fondaient l'acte réglementaire ont changé. Illégal ab initio, on s'en fiche parce que l'exception d'illégalité permet de contester de toute façon un acte illégal dès son édiction. Donc ça ne change rien. Alors, il y a eu une évolution quand même parce que depuis quelques années, le Conseil d'État, essaye de préserver, pour un souci de sécurité juridique, vous parlez de sécurité juridique à l'instant, mademoiselle ou monsieur, le Conseil d'État donc essaye par un souci de sécurité juridique de sauver les actes irréguliers ou qui pourraient être qualifiés d'irréguliers. Et il y a un arrêt très important qui a été rendu en 2018. C'est un arrêt du Conseil d'État du 18 mai 2018. Donc, Conseil d'État 18 mai 2018, Fédération des finances et affaires économiques, Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT. Fédération des finances et affaires économiques de la CFDT. Arrêt du Conseil d'État du 18 mai 2018. Alors, de quoi s'agit-il? Dans cette affaire, un syndicat a demandé au Premier ministre, d'abroger. Oui, c'est un arrêt d'assemblée, vous avez raison. Donc, un syndicat a demandé au Premier ministre, enfin, je dis mademoiselle, je ne sais pas, c'est peut-être monsieur d'ailleurs. J'ai dit sans doute inconsciemment parce qu'il doit y avoir 80% d'étudiantes. J'ai fait venir, je dirige le master droit du développement durable. Je vous invite à vous y inscrire quand vous serez en fin de licence. Et nous avons fait une remise de diplôme. Vous savez, les étudiants aiment beaucoup ça. On leur remet le diplôme, puis un petit collier. Et il faut un parrain. Et j'avais choisi comme parrain. Alors, on n'y voyait pas non plus une orientation politique. Hein.
j'ai fait venir l'ancien ministre de l'économie, M. Arnaud Montebourg, qui a accepté de venir, gentiment. C'était très sympa. Et qu'il fasse un petit discours et qu'il remette le diplôme. Et il m'a fait remarquer, après avoir remis le diplôme, on appelait les étudiants les uns après les autres, il me dit, mais il n'y a que des étudiantes. Vous voyez, donc, et je lui dis, mais oui, mais c'est comme ça en master, mais c'est la vérité aussi en licence. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais je pense qu'en licence, en L2, il doit y avoir 70% ou 80% d'étudiants. C'est pour ça que j'ai dit mademoiselle. Je ne sais pas me justifier, hein, pas mais parce que je crois qu'on vit avec l'idée que de toute façon, il y a deux chances sur trois ou trois chances sur quatre que la question soit posée par une étudiante. C'était le cas ici. Oui, c'est voilà. Alors, je disais donc, un syndicat a demandé au Premier ministre d'abroger un décret qu'il contestait. C'est un décret qui fixait la liste d'emplois, mais peu importe. Le Premier ministre a refusé de faire droit à la demande. Donc, un syndicat demande l'abrogation d'un décret réglementaire. Le Premier ministre refuse de faire droit à la demande. Donc, le syndicat introduit un recours devant le Conseil d'État. Je l'ai dit à un endroit, je l'ai dit vite, mais le refus d'abroger un acte réglementaire est un acte réglementaire lui-même. Et le Conseil d'État est compétent pour connaître des recours contre les actes réglementaires des ministres et du Premier ministre, ou un recours contre un décret. Donc, le syndicat saisit le Conseil d'État d'un refus de recours contre ce refus d'abrogation. Et à cette occasion, dans l'arrêt de 2018, le Conseil d'État pose la règle selon laquelle l'autorité administrative n'est tenue d'abroger un acte réglementaire. Donc, le Conseil d'État pose la règle selon laquelle l'autorité administrative n'a l'obligation d'abroger un acte réglementaire que si les règles qu'il fixe sont illégales. C'est la question que vous me posiez tout à l'heure. Ben, le décret est contraire à une directive, à la Constitution, à une loi. Première hypothèse, donc, que les règles qu'il fixe sont illégales, ou s'il a été pris par une autorité incompétente, le décret a été pris par tel, enfin là ça ne marche pas, mais l'acte réglementaire a été pris par le ministre, aurait dû être pris par le maire, que sais-je, ou s'il est affecté d'un détournement de pouvoir. Je verrai la prochaine fois ce que c'est. Donc, obligation d'abroger si le texte réglementaire est contraire à un texte supérieur, s'il a été pris par une autorité incompétente, ou s'il est affecté d'un détournement de pouvoir. En revanche, il n'y a pas d'obligation d'abroger, si l'acte réglementaire est affecté d'un vice de forme ou de procédure. Pas d'obligation d'abroger si l'acte est affecté d'un vice de forme ou de procédure. Le décret aurait dû être précédé de la consultation du Conseil d'État, ça n'a pas été fait. Ça, je crois que ça ne marche pas d'ailleurs. Le décret aurait dû être précédé de la consultation d'une commission, ça n'a pas été fait, vice de forme. Donc, on ne pourra pas obtenir l'annulation. C'est dans le même esprit, mademoiselle, vous avez raison. Elise et Anne, est-ce que c'est une étudiante? Je ne sais pas. Oui. Oui, 80%. Alors, ou alors ce sont les étudiants qui posent des questions, ça c'est possible aussi. Mais là, il y a un Bastien quand même, donc ça, c'est pas la règle. Alors, la jurisprudence CFDT Finance s'applique également dans le cadre de l'exception d'illégalité. La jurisprudence Fédération on appelle ça CFDT Finance. Donc, la jurisprudence CFDT Finance s'applique également dans l'exception d'illégalité. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous avez demandé quelque chose au président de l'université, il refuse, il se fonde sur un décret de 82. Vous attaquez le refus et vous soulevez l'exception d'illégalité du décret de 82, vous n'obtiendrez son annulation, sa déclaration d'illégalité, que s'il viole un texte supérieur, s'il a été pris par une autorité incompétente ou s'il est affecté d'un détournement de pouvoir. Vous ne pourrez pas obtenir son illégalité en disant il y a une commission qui aurait dû être consultée à l'époque, il n'a pas été. Ça ne marche plus. Alors, cette solution, cet arrêt CFDT Finance pose, selon moi, des problèmes. Vous noterez que je me suis assez peu cité depuis le départ. Si vous voulez voir les problèmes que ça pose, j'ai écrit un article dans les mélanges. Les mélanges, c'est des ouvrages collectifs dans lesquels des collègues, des universitaires rendent hommage à un professeur qui part à la retraite.
et donc ça doit se trouver à la bibliothèque, je crois, j'espère, mélange en l'honneur de Philippe Lauveau, qui était professeur à Paris 2. Et j'ai écrit un article, une contribution dans ce mélange, intitulé « Le Conseil d'État, un juge qui légifère ». Et alors, c'est une solution quand même qui est étonnante de la part du Conseil d'État, parce que, il faut dire les choses comme elles sont, l'article 243-2, l'article 243-2, que j'ai cité au début de cette partie du cours, résulte d'une ordonnance ayant valeur législative, c'est le Parlement, de 2015. Ce n'est pas il y a un siècle, hein, c'était il y a 6-7 ans, c'était 3 ans entre 2018 et 2015. C'était tout neuf. Donc, l'article 243-2 résulte d'un texte de loi, certes passé par ordonnance, mais c'est un texte de loi. Et ce texte, je vous rappelle, indique qu'il y a une obligation d'abroger un acte réglementaire illégal ou devenu illégal. Le Conseil d'État nous dit 3 ans plus tard que cette obligation d'abroger ne vaut pas si c'est un vice de forme ou de procédure. Donc, 3 ans plus tard, le Conseil d'État réécrit la loi. Étonnant quand même. Et quand on va lire les conclusions de Mme Bretonneau, c'est elle qui conclut sur cette affaire, Aurélie, c'est une fille, ça, Bretonneau, B-R-E-T-O-2-N-E-A-U, Bretonneau. Ouais, mais j'hésite, vous savez, moi je ne suis qu'un porte-voix, donc en général, je ne prends pas parti, comme tout à l'heure là, pour l'histoire de grève, oui. Aurélie Bretonneau est embêtée dans les conclusions. Elle dit, bah voilà, je vous propose d'indiquer que l'autorité administrative n'est pas tenue d'abroger quand le texte est illégal pour un vice de forme ou de procédure. Elle dit, bah ouais, mais il y a l'article de loi, la 243-2, qui ne pose pas cette restriction. Et Madame Bretonneau, j'avais même un doute, je suis allé relire. Madame Bretonneau indique qu'en matière de procédure administrative, c'est le Conseil d'État qui décide, contre la loi même. C'est le Conseil d'État, elle dit, dans le passé, vous avez déjà fait pire, entre guillemets. Normalement, le Conseil d'État est serviteur de la loi, vous voyez. Non, il n'est pas. Selon moi, il ne l'est pas. Selon moi, la règle est impraticable. Hein. Vous comprenez, la loi multiplie les règles de forme en disant, voilà, rassurez-vous, il y a une commission, etc. Puis après, on s'aperçoit que c'est impraticable. Vous voyez, je soulève l'abrogation, je demande l'abrogation d'un texte qui a été adopté il y a 40 ans, et je soutiens qu'il est illégal parce que la commission machin ne s'est pas réunie. C'est quand même compliqué. Ouais. Mais la solution, si le texte est impraticable, eh bien, il faut déposer un projet de loi, ce serait comme ça normalement, indiquant que l'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire s'il est illégal pour détournement de pouvoir, contrariété avec un texte supérieur ou autorité incompétente. Mais pas réécrire un texte de loi, vous voyez, en disant on a déjà fait pire dans l'avenir, dans le passé. Je ne vois pas d'ailleurs à quoi elle fait allusion. Bah, Madame Bretonneau, vous comprenez, elle est un peu gênée parce qu'elle demande au Conseil d'État de réécrire un texte de loi qui a à peine 3 ans. Le texte de loi, c'est l'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire s'il est illégal. Et elle dit l'autorité administrative n'est pas tenue d'abroger un texte réglementaire s'il est illégal pour un vice de forme ou de procédure. Ça, ce n'est pas dans la loi, c'est elle qui le crée. Donc, elle est embêtée. Parce que le Conseil d'État, on apprend ça, il est serviteur de la loi, lui. Et alors, elle dit, alors, comment on fait ça? Elle dit, oh, dans ce domaine de la procédure administrative, c'est le Conseil d'État qui fixe les règles. Et dans le passé, elle dit à ses collègues, vous avez déjà fait pire. C'est montrer qu'elle se fout de ce que pense le législateur, vous voyez. Vous avez déjà fait pire, ça veut dire ça. Et elle ne donne, Bretonneau, B-R-E-T-O-2-N-E-A-U. Elle ne donne pas d'exemple d'ailleurs. Je ne crois pas qu'elle le donne, mais on pense à un exemple. Je ne sais plus si elle le cite. Oui, elle le cite quand même. Elle cite un arrêt que nous avons vu, elle cite l'arrêt d'Am-Lamotte du Conseil d'État du 17 février 1950. Je vous rappelle que dans cet arrêt d'Am-Lamotte, qui est dans le Gaja, le texte de loi précisait que la décision était sans recours et le Conseil d'État juge que cette expression n'exclut pas le recours pour excès de pouvoir.
Là aussi, c'est une réécriture, vous comprenez, hein. Le texte de loi de 43 disait, voilà, les décisions de la commission de remembrement sont sans recours, et le Conseil d'État juge que si le législateur avait voulu exclure le recours pour excès de pouvoir, il aurait fallu qu'il le dise. Donc, le recours pour excès de pouvoir est encore possible. C'est quand même tiré par les cheveux. Mais il y a quand même deux différences. Première différence entre l'arrêt CFDT Finance et l'arrêt Dame Lamotte. Première différence, c'est que la loi en cause était une loi de 43, loi du régime de Vichy. D'ailleurs, dans l'arrêt Dame Lamotte, le mot loi est entre guillemets pour dire, bon, c'est une loi. Hein. Et 2015, l'ordonnance de 2015, il n'y a pas de régime de Vichy. Hein. Et seconde différence, c'est que dans l'arrêt Dame Lamotte, le Conseil d'État réécrit la loi en faveur du justiciable. Il n'avait pas de recours, il va pouvoir faire un recours pour excès de pouvoir. Alors que dans l'arrêt CFDT Finance, la réécriture est au détriment de l'administré. Il pouvait soulever tout moyen d'illégalité avant, et maintenant il ne peut plus soulever le vice de forme ou le vice de procédure. Quel est l'intérêt pour le Conseil d'État de réécrire la loi? Quelqu'un me pose la question. Quel est l'enjeu? Parce que le Conseil d'État s'aperçoit, le Conseil d'État est détaché de l'administration maintenant, mais il est très au fait de la chose administrative pour des tas de raisons. Et donc, il se dit, c'est trop compliqué de revenir, voir quelles étaient les formes, les procédures quand le décret a été adopté il y a 40 ans, 30 ans, 20 ans, 15 ans. Et ce qui est déterminant, c'est la règle de fond, ce que dit le décret, pas les formalités qui l'ont entouré, même si ces formalités ont été prévues par la loi quand même. Hein. Donc, il veut simplifier les choses. Mais dans un régime normal, à mon avis, si on s'aperçoit qu'une règle est impraticable, et à mon avis, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, l'obligation qui est faite à l'autorité administrative, non plus sur demande, mais tout le temps, de regarder si les textes ne doivent pas être abrogés, c'est injouable aussi. Hein. Ça devrait être réécrit, ça. Mais dans un régime normal, tel qu'on l'enseigne en première année, eh bien, si la règle n'est pas bonne, il faudra déposer un projet de loi pour modifier l'article L243-2. Et là, le Conseil d'État dit non, non, on peut le faire nous-mêmes, ça. Moi, ça me paraît problématique. C'est pas grave. Hein. La différence, oui, c'est ça, on peut le dire, oui. Vous pouvez répéter les différences, monsieur? Oui, je vous disais, l'arrêt Dame Lamotte, c'est un arrêt protecteur. S'il est dans le GAJA, c'est pour dire, vous avez vu, le Conseil d'État protège les administrés. Il y a deux différences avec l'arrêt CFDT Finance. Première différence, dans l'affaire Dame Lamotte, le Conseil d'État réécrit une loi de 1943, c'est-à-dire une loi du régime de Vichy. Le terme loi, même dans l'arrêt, vous irez voir, est entre guillemets. Le Conseil d'État veut dire par là que ce n'est pas une vraie loi républicaine. Ça, ce n'est pas un reproche qu'on peut faire à l'ordonnance de 2015, ratifiée par le Parlement en 2015 ou 2016. Là, il n'y a pas de régime de Vichy. Là. Et deuxième différence, dans l'arrêt Dame Lamotte, le Conseil d'État renforce les droits de l'administré. En vertu de la loi de 1943, l'administré n'avait pas compétence pour attaquer la décision prise par une commission agricole. Donc, et il dit non, mais le législateur en 1943 a exclu tout recours. Ça ne veut pas dire l'exclusion du recours pour excès de pouvoir. Si le législateur veut exclure le recours pour excès de pouvoir, il aurait dû le dire. C'est tiré par les cheveux, mais c'est favorable aux administrés qui vont pouvoir introduire un recours. Dans l'arrêt CFDT Finance, au contraire, ce n'est pas un accroissement des droits de l'administré, des garanties, c'est une restriction. Dans le Code des relations, article 243-2, vous pouvez obtenir l'abrogation d'un acte réglementaire qui soit illégal pour un vice de fond ou un vice de forme, et du fait de l'arrêt CFDT Finance, vous ne pouvez plus le faire, vous ne pouvez plus obtenir l'annulation pour un vice de forme. C'est moins de droits. Il y a des gens, parce que je l'ai cité en cours, il y a des étudiants qui m'ont rappelé dans le devoir sur les principes généraux du droit, que je l'avais cité, hein, donc vous l'avez tiré de mon cours, que M. Vigouroux, qui est un membre du Conseil d'État, avait indiqué que le Conseil d'État ne découvre jamais des principes généraux du droit défavorables aux administrés. C'est toujours des garanties supplémentaires, jamais moins. Vous voyez que le Conseil d'État est capable aussi de prévoir des solutions, parce qu'il a pensé que c'était trop compliqué pour l'administration. Le but, si je fais le rapprochement
avec l'arrêt Dame Lamotte, c'est parce que Madame Bretonneau est obligée d'expliquer pourquoi, 3 ans après le vote d'un texte de loi, le Conseil d'État s'autorise à le réécrire. Et elle dit, oh, ben, dans ce domaine de la procédure administrative, c'est vous qui avez le dernier mot. Ça demande à être vérifié. Voilà, en l'occurrence, c'est vrai. Et elle dit, moi, vous l'avez déjà fait dans le passé. Elle dit l'arrêt Dame Lamotte. C'est pour ça que je fais le rapprochement. Un rapprochement qui est artificiel. Dernière précision sur ces questions. Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le Conseil d'État, le juge administratif, saisit d'un recours. Donc, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le juge administratif saisit d'un recours, apprécie la légalité de l'acte attaqué au jour où l'acte a été pris. Donc, dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de l'acte au jour où l'acte a été pris. L'acte a été pris en 2016, le tribunal administratif statue en 2020, le Conseil d'État ne se demande pas si l'acte est légal en 2020, mais s'il était légal en 2016. Ça, c'est le principe dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Il ne tient pas compte des circonstances ultérieures entre 2016 et 2020. C'est le principe. Le Conseil d'État a dérogé à ce principe. Le Conseil d'État, bah oui, c'est mademoiselle, là, monsieur, pardon, là, peut-être. C'est possible qu'un acte pris illégal devienne légal. Oui, c'est possible si les circonstances changent. Et donc, le Conseil d'État a dérogé à ce principe lorsqu'il est saisi d'un recours contre un refus d'abrogation. Donc, le principe, c'est que dans le contentieux de l'excès de pouvoir, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de l'acte au jour où il a été pris, et non pas au jour où le juge administratif statue, ne tient pas compte des circonstances intervenues entre le moment où l'acte a été pris et le moment où il statue. À ce principe, le juge administratif a dérogé. À ce principe, le juge administratif a dérogé quand il est saisi d'un recours contre un refus d'abrogation. Quand le juge administratif est saisi d'un recours contre un refus d'abrogation, d'abroger un acte réglementaire, eh bien, le Conseil d'État juge, c'est un arrêt du Conseil d'État que j'ai déjà cité pour autre chose, c'est un arrêt d'assemblée du 19 juillet 2019, Conseil d'État 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels. Association des Américains accidentels. Comment peut-on devenir américain par accident? Je vous rappelle que si vous êtes né sur le territoire américain, vous êtes américain, et c'est une condition d'ailleurs pour être président des États-Unis. Association des Américains accidentels. Et c'est une condition pour être président des États-Unis, il faut être né aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait eu, vous savez, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, un débat, certains soutenaient que Barack Obama n'était pas né aux États-Unis, ce qui le rendait inéligible. Et donc, il y a des gens qui sont nés aux États-Unis, mais qui n'ont jamais vraiment vécu là-bas, et que le pouvoir fiscal américain considère comme américain et leur réclame des impôts. Et donc, ils se sont réunis en disant, nous, on est un peu des Américains par accident, on paye des impôts là-bas et on en paye en France. Donc, on demande à ce qui est plus cette double imposition. Et donc, dans cette affaire, le Conseil d'État juge que si un changement de circonstance fait cesser l'illégalité affectant l'acte réglementaire, l'acte réglementaire était illégal, et puis ensuite, il y a des changements de circonstances qui fait qu'il ne l'est plus. Donc, si un changement de circonstance fait cesser l'illégalité affectant l'acte réglementaire, le juge doit rejeter le recours contre le refus d'abrogation. Le juge doit rejeter le recours contre le refus d'abrogation. Quand l'autorité administrative a été saisie de la demande d'abrogation, l'acte était illégal, donc elle aurait dû abroger. Mais entre-temps, avant que le juge ne se prononce, entre le moment où il y a eu refus et le moment où le juge se prononce, il y a eu un changement de circonstance qui fait que l'acte initial n'est plus illégal, alors le refus d'abrogation est finalement fondé et le juge doit rejeter le recours. Alors que s'il restait
sur les principes du contentieux d'excès de pouvoir, il apprécierait la légalité du refus d'abrogation au jour où il a été pris. Si en revanche, un changement de circonstance postérieurement au refus, qui était peut-être fondé au début, si un changement de circonstance intervenu après le refus ont rendu l'acte illégal, une personne demande l'abrogation d'un acte illégal, en soutenant qu'il est illégal, il ne l'était pas. Mais ensuite, il devient illégal du fait d'un changement de circonstance. Eh bien, le juge doit annuler le refus de l'abroger, alors que le refus était fondé quand il était opposé, vous voyez. Le ministre refuse d'abroger en 2016, et il avait raison, l'acte dont on demandait l'abrogation était légal, un acte 3 ans avant, 4 ans. Le juge se prononce en j'ai dit 2007, le juge se prononce en 2019, en 2018, il y a un changement de circonstance qui rend l'acte illégal. Alors, le juge doit annuler le refus d'abrogation. Le Conseil d'État a rendu cet arrêt parce que il y a beaucoup de règles ces dernières années, j'en ai donné quelques-unes, qui ont pour effet de sauver un acte illégal pour vice de forme, notamment CFDT Finance. Vous voyez, il y a eu plusieurs jurisprudences qui sont intervenues pour préserver les intérêts de l'administration, en quelque sorte, sauver un acte affecté d'un vice de forme. Et donc, il faut rétablir un équilibre. Et donc, il faut donner la pleine efficacité à la demande d'abrogation d'un acte par l'administré. Quand l'administré attaque un refus d'abrogation, ce qu'il veut obtenir, c'est l'abrogation de l'acte illégal. Donc, si l'acte est devenu illégal par la suite, il ne faut pas rester argumenter « Ah ben non, mais quand vous avez demandé l'abrogation, l'acte était légal, donc le refus est fondé. » Ouais, mais s'il y a d'autres circonstances depuis qu'ils l'ont rendu illégal, il faut en tenir compte. Ça rétablit un équilibre entre les intérêts de l'administration et les intérêts de l'administré. Le juge rejette le recours contre le refus d'abrogation lorsque le changement de circonstance fait cesser ou non, rend l'acte illégal. L'autorité administrative a refusé d'abroger un acte et elle avait raison, l'acte était légal. Mais il y a eu ensuite un changement de circonstance, avant que le juge ne se prononce, qui rend l'acte illégal. Si le Conseil d'État appliquait les règles strictes du contentieux d'excès de pouvoir, il dirait j'apprécie la légalité du refus au moment où il a été pris, et à ce moment-là, le refus d'abrogation était fondé car l'acte était légal. Oui, mais depuis, il est devenu illégal. Je tiens compte de ces circonstances nouvelles, j'annule le refus d'abrogation. Alors, petit b, ça va être beaucoup plus rapide. Obligation d'abroger un acte réglementaire, obligation d'abroger un acte non réglementaire, pardon. J'ai vu dans le petit a, obligation d'abroger un acte réglementaire. Petit b, obligation d'abroger un acte non réglementaire. Ça sera plus rapide. C'est l'article L243-2, alinéa 2. Article L243-2, alinéa 2. Voilà ce que dit cet article. L'administration est tenue d'abroger expressément, donc l'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire, non créateur de droit, un acte non réglementaire, non créateur de droit, devenu illégal ou sans objet, en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction. Donc, l'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire, non créateur de droit, devenu illégal ou sans objet, en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. Sauf à ce que l'illégalité ait cessé, c'est l'article L243-2, alinéa 2. Alors, il y a une différence de rédaction par rapport à l'obligation d'abroger l'acte réglementaire qui doit vous frapper.
on constate à la lecture de cet article qu'il n'est pas question d'une obligation d'abroger un acte réglementaire illégal ab initio, illégal dès son édiction. Donc, il n'y a pas une obligation d'abroger un acte non réglementaire illégal dès son édiction. Vous voyez, ici, il n'est question que de l'obligation que pour un acte devenu illégal. Pas d'obligation d'abroger un acte non réglementaire illégal dès son édiction, quand on est saisi d'une demande ou spontanément. Cet article consacre une jurisprudence du Conseil d'État. Cet article consacre une jurisprudence du Conseil d'État. C'est la jurisprudence, un arrêt du Conseil d'État du 30 novembre 1990. Conseil d'État, 30 novembre 1990, les Verts, le parti Les Verts, V-E-R-T-S, les Verts. Exemple, alors est-ce que c'est dans cette affaire? Non, c'est un autre arrêt, mais je vous donne un exemple. Un requérant demande à un conseil régional d'abroger, donc un requérant demande au conseil régional d'abroger une délibération qui a décidé de réviser un schéma d'aménagement. Donc, un requérant demande au conseil régional d'abroger une délibération qui a décidé de réviser un schéma d'aménagement. Le requérant soutient que la délibération a été votée irrégulièrement. Je ne sais pas, il n'y avait pas le quorum, que sais-je, la délibération a été votée irrégulièrement. Le juge rejette la demande, enfin, le conseil régional d'abord, mais le juge confirme le refus d'abrogation parce que la délibération, si on suit le requérant, la délibération est illégale dès son édiction. Il conteste les modalités de vote. Or, il n'y a pas d'obligation d'abroger un acte non réglementaire, non créateur de droit, illégal dès son édiction. Comment expliquer la différence qui est faite par le juge? Comment expliquer la différence qui est faite par le juge et confirmée par le Code entre l'acte réglementaire et l'acte non réglementaire? Comment expliquer que l'autorité administrative est tenue d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction, alors qu'elle n'est pas tenue de le faire pour un acte non réglementaire? Comment expliquer? Eh bien, cette solution s'explique sans doute par le fait que pour un acte réglementaire, l'exception d'illégalité est toujours possible. L'exception d'illégalité est toujours possible. Vous voyez, un acte réglementaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, a été pris il y a 10 ans. Aujourd'hui, un administré, à l'occasion d'un recours contre un acte individuel, pourra soulever l'exception d'illégalité de cet acte réglementaire pris il y a 10 ans si l'acte individuel se fonde sur lui. Donc, autant permettre à l'administration d'abroger un acte réglementaire qui risque toujours d'être déclaré illégal. C'est ça l'idée. D'où l'obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction. En revanche, l'exception d'illégalité n'est pas possible contre un acte non réglementaire. L'exception d'illégalité n'est pas possible contre un acte non réglementaire. Donc, il n'y a pas de raison non plus, c'est ça qui justifie la solution, il n'y a pas de raison non plus d'obliger l'administration à abroger un acte non réglementaire illégal dès son édiction. Parce que cet acte ne sautera pas par la suite puisqu'il n'y aura pas d'exception d'illégalité possible. C'est ça qui expliquerait la différence entre l'obligation d'abroger un acte réglementaire illégal dès son édiction et l'absence d'obligation d'abroger un acte non réglementaire illégal dès son édiction. Grand B, le retrait, ça va durer 1 minute et on en aura fini pour aujourd'hui. Grand B, le retrait. J'ai vu dans un grand A l'abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droit. Dans un grand B, je vois le retrait. Je ne fais que donner la règle qui figure à l'article. Je ne fais que donner la règle donc, qui figure à l'article L243-3. L'administration
ne peut retirer un acte réglementaire, c'est-à-dire le faire disparaître pour l'avenir et pour le passé. L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droit. Donc, l'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droit que s'il est illégal, et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant son édiction. Donc, l'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire, non créateur de droit, que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant son édiction. Donc, c'est la reprise des règles qui valent pour les décisions créatrices de droit. Illégalité, délai de 4 mois. Même règle. La prochaine fois, je verrai dans un chapitre 3 le contrôle du juge administratif sur les actes administratifs unilatéraux. Chapitre 3, le contrôle du juge administratif sur les actes administratifs unilatéraux. Je rappelle l'article 243-3. L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droit que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de 4 mois suivant son édiction. C'est la même règle que dans l'arrêt Ternon, que dans l'arrêt et que dans le code à propos du retrait des actes individuels créateurs de droit. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère qu'on pourra se voir la semaine prochaine et mardi prochain également. On fera peut-être un cours un mardi quand même à Malakoff, ça serait pas mal. Monsieur, Oui, mademoiselle. est-ce que quand le Conseil d'État ou le juge constate que l'acte est illégal, il l'annule ou il force l'administration à l'abroger? Non, il annule le refus d'abrogation. Oui. D'accord. Et puis, il oblige l'administration, il peut lui adresser une injonction, il dit, je vous demande dans les 3 mois d'abroger l'acte que vous avez refusé d'abroger. D'accord. Merci. Je vous en prie, madame. Non, quand on parle d'actes réglementaires, la question m'a été posée avant le cours là, hier. Les actes non réglementaires, ils sont assez difficiles à cerner. Hein. Ce ne sont pas des actes individuels et ce ne sont pas des actes réglementaires. Après, il y a un peu une catégorie un peu fourre-tout. Vous voyez tout de suite le schéma d'aménagement là est qualifié d'acte non réglementaire. C'est le Conseil d'État qui décide. J'ai donné d'autres exemples. L'homologation des résultats du championnat de France, c'est un acte non réglementaire. C'est vrai que ça vise le club numéro 1, le club 2e, le club 3e, mais le Conseil d'État a considéré que ce n'était pas une somme de décisions individuelles, sans quoi ça aurait été un acte individuel, mais l'homologation vaut pour le championnat dans son ensemble. C'est un tout indivisible. Il a qualifié ça d'acte non réglementaire. La déclaration d'utilité publique en matière d'expropriation est un acte non réglementaire. Donc, vous voyez, je dis un acte réglementaire, c'est un acte qui statue de façon générale et impersonnelle. Un acte individuel, c'est un acte qui vise nominativement une ou plusieurs personnes. Voilà les critères classiques, ça marche 9 fois sur 10. Pour les actes non réglementaires, c'est un peu plus imprécis. Non, ça ne le comprend pas. Oui, je peux vous l'expliquer. Pourquoi il n'y a pas l'obligation d'abroger un acte non réglementaire ab initio? Eh bien, ce qu'expliquent certains, c'est dire, voilà, comment ça se fait qu'on a obligé l'administration à abroger un acte illégal dès son édiction? J'ai dit, ça n'a pas toujours été comme ça, puisque avant, à l'Italia, ce n'était pas une obligation. On a obligé l'administration en se disant, de toute façon, si l'administration n'abroge pas un acte qui est illégal dès son édiction, si demain il fait l'objet d'une exception d'illégalité, cet acte va être annulé. Parce que l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire est perpétuellement possible. Vous attaquez un acte individuel qui vous concerne aujourd'hui dans les 2 mois, vous pouvez soulever l'exception d'illégalité d'un acte qui a été adopté au siècle dernier. C'est perpétuel. Donc, l'acte réglementaire peut toujours, être contesté pour illégalité. Donc, autant obliger l'autorité administrative à l'abroger immédiatement.
voyez? C'est un argument qui ne vaut pas pour l'acte non réglementaire. Parce que l'exception d'illégalité d'un acte réglementaire n'est possible que dans le délai de recours pour excès de pouvoir. Donc, ça ne marche jamais, vous voyez. Vous ne pouvez pas, 6 mois, 3 ans, 4 ans plus tard, soulever l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire. Donc, il est stable. Donc, pas de raison d'obliger l'administration à abroger un acte non réglementaire illégal dès son édiction. Moi, je vous présente la règle d'aujourd'hui et ses justifications. Peut-être que dans 10 ans, on dira il faut absolument obliger l'autorité administrative à abroger un acte non réglementaire illégal dès son édiction, parce qu'après, il est plus contestable. Et donc, c'est dangereux. Vous voyez, on pourrait raisonner comme ça aussi, mais ce n'est pas le raisonnement qu'on a. Oui, ça me va bien, là, sous la définition de... Ah oui, ce qui vous gêne, là, c'est ça, c'est l'expression acte individuel non réglementaire, c'est ça? Ah oui, oui, pardon, oui. Alors, attends. Oui, ça, je l'ai mis. Non, c'est-à-dire que, je l'ai dit d'ailleurs dans l'introduction, je l'ai dit avant le Code des relations entre le public et l'administration, avant le Code de 2015, on avait tendance à considérer que dans les actes non réglementaires, on pouvait considérer que ça visait des actes individuels et d'autres actes. C'est vrai que parfois dans la jurisprudence, c'était indiqué. Mais ça ne vaut plus depuis que le Code des relations entre l'administration, entre le public et l'administration a été adopté, parce que ce code distingue les actes réglementaires, les actes individuels et les actes non réglementaires. Donc, oui, cette définition, là, telle que vous la présentez, les actes administratifs unilatéraux non réglementaires concernent une ou des personnes nommément désignées. On parle d'actes individuels. Et ça continue après ou non? Là, comme ça, non, c'est faux dans ce cas-là, oui, effectivement. Et ça se termine là. Ouais, bah oui, c'est faux là, dans ce cas-là. Ouais. Bien, et bien écoutez, bonne continuation pour la suite. Je crois que vous avez un autre cours dans 3 minutes. Non bonne journée, bonne semaine, et puis à lundi prochain, enfin j'espère. Au revoir. Au revoir, Angèle. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, Angèle. Au revoir.